Des secrets résonnent dans les couloirs de marbre du domaine Romano. Mais la vérité la plus dangereuse appartenait à la femme que tout le monde ignorait. Harper Evans pesait plus de 90 kilos. Elle se cachait derrière un uniforme gris et sans forme. Pour le chef de cartel impitoyable Victor Romano, elle n'était qu'un bruit de fond, jusqu'à la nuit où il a feint d'être inconscient pour piéger un traître. Les actions incroyables qu'elle a menées à son chevet ont complètement brisé sa froide façade. Elles ont réduit le don redouté à des larmes silencieuses. Le domaine Romano se dressait comme une forteresse de pierre et de verre. Il était perché sur une falaise escarpée, surplombant la rivière Hudson. De hautes grilles en fer, garnies de barbelés, protégeaient la propriété. Des hommes armés de fusils automatiques montaient la garde. Ils tenaient le monde extérieur entièrement à distance. À l'intérieur, le manoir était un chef-d'œuvre d'opulence froide. D'immenses lustres scintillaient de cristal importé. Ils projetaient une lumière stérile et sans âme sur des sols de marbre noir poli. Pour la plupart des gens, c'était un palais de rêve. Pour ceux qui y travaillaient, c'était une prison magnifiquement décorée. Elle était dirigée par un homme dont la réputation était gravée dans le sang. Victor Romano avait 34 ans. Il était le chef incontesté du syndicat Romano. Il avait hérité de l'Empire après l'assassinat brutal de son père 5 ans plus tôt. Et depuis, il avait passé chaque jour à s'assurer que personne n'oserait jamais tenter un coup d'État similaire. Victor possédait une beauté glaciale, une mâchoire acérée, des yeux bleu cobalt perçants qui semblaient geler l'air de la pièce, et de larges épaules parfaitement mises en valeur par des costumes sur mesure, de couleur anthracite. Il parlait doucement. C'était un choix délibéré qui forçait tout le monde autour de lui à retenir son souffle pour l'écouter. Il ne faisait confiance à absolument personne. La trahison était la seule monnaie qu'il comprenait vraiment. Parmi le personnel nombreux engagé pour entretenir sa forteresse, Harper Evans était un fantôme. Harper avait 28 ans, mais l'épuisement profond gravé sur son visage doux et rond la faisait souvent paraître plus âgée. Mesurant 1,67 m et pesant bien plus de 90 kilos, elle était habituée à être la cible de blagues cruelles. Dans un monde qui valorisait les angles vifs et la beauté parfaite, Harper n'était qu'un tas de tissu gris, doux et silencieux. Elle passait son temps à frotter les plinthes et à polir les rampes en acajou. Les autres femmes de chambre, des femmes minces et ambitieuses espérant attirer l'œil d'un riche capot, se moquaient d'elle constamment. Elles l'appelaient le dirigeable. Elles riaient derrière leurs mains manucurées en la voyant peiner à monter les lourds paniers de linge dans le grand escalier. Harper ne ripostait jamais. Elle absorbait leur venin, tout comme elle absorbait la douleur de sa réalité. Elle ne travaillait pas dans cette forteresse de la mafia par choix. Son jeune frère, Caleb, un garçon stupide accro aux frissons des jeux d'argent, avait accumulé une dette énorme. Il la devait à Arthur Rossi, le sous-chef impitoyable de Victor. Pour éviter que Caleb ne se fasse briser les rotules, Harper a offert la seule chose qu'elle possédait, son travail. Elle a signé un contrat la liant au domaine jusqu'au remboursement de la dette. Elle s'est ainsi vendue en servitude pour dette. Son poids avait toujours été un bouclier. Ayant grandi dans un quartier difficile, elle a appris très tôt qu'être invisible était le moyen le plus sûr de survivre. Elle mangeait pour anesthésier l'anxiété. Elle construisait un véritable mur de chair entre elle et un monde qui ne cherchait qu'à la dévorer. Au domaine Romano, cette invisibilité lui était bien utile. Les criminels endurcis et les exécuteurs sociopathes qui parcouraient les couloirs ne la regardaient jamais à deux fois. Ils discutaient de livraison de drogue de plusieurs millions de dollars, d'assassinats politiques et de corruption juste devant elle. Ils étaient convaincus qu'elle n'avait ni l'intelligence ni le courage de comprendre leurs paroles. Mais Harper voyait tout. Elle voyait comment les yeux d'Arthur Rossi s'agitaient nerveusement chaque fois que le cartel albanais était mentionné. Elle voyait comment la gouvernante en chef, Evelyn Carter, une femme très mince aux yeux de faucon, introduisait en douce des bouteilles de vin millésimées dans ses appartements privés. Plus important encore, Harper voyait la vérité sur Victor Romano. Le reste du monde voyait un monstre, une machine incapable d'émotions humaines. Harper, en époussetant silencieusement les immenses bibliothèques de son bureau privé, voyait l'homme sous l'armure. Elle remarquait la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il se servait son scotch du soir. Cela trahissait un épuisement profond et angoissant. Elle observait les cernes sombres sous ses yeux. C'était la manifestation physique du poids de la vie de centaines d'hommes sur ses épaules.
Elle le voyait grimacer en marchant. Il cachait une blessure par balle à la cuisse, subie 3 mois plus tôt. Alors que les autres craignaient le don, Harper ressentait simplement une pitié profonde et douloureuse pour lui. C'était un roi enfermé dans une cage qu'il avait lui-même construite. Il était entouré de sycophantes, attendant de le voir saigner. La tension au domaine a atteint son paroxysme un mardi soir d'orage. Des éclairs zébraient le ciel sombre, illuminant la pluie battante qui s'abattait sur les baies vitrées. Victor venait de rentrer d'une réunion catastrophique en ville. Une embuscade avait eu lieu. 2 de ses meilleurs hommes étaient morts. Leur sang tachait encore les poignets de la chemise blanche de Victor. Harper était dans la cuisine, frottant silencieusement une montagne de casseroles, quand Evelyn Carter est entrée. Les talons aiguilles de la gouvernante claquaient violemment sur le carrelage. Evans a lancé Evelyn, sa voix dégoulinant d'un mépris absolu. « Laissez ça. Le bureau du maître a besoin d'un grand nettoyage avant demain. Il a mis de la boue et Dieu sait qu'elle sent partout sur le tapis persan. Allez-y. » Harper a essuyé ses mains savonneuses sur son tablier. Sa poitrine opulente s'est soulevée dans un soupir silencieux. « Oui, mademoiselle Carter. » Et ne traînez pas, a ricané Evelyn en se penchant vers elle. Son haleine sentait le tabac froid et la menthe poivrée. « Essayez de bouger plus vite qu'un morse mourant pour une fois dans votre misérable vie. » Harper a ravalé la boule qu'elle avait dans la gorge, gardant les yeux fixés sur le sol. Elle a rassemblé son matériel de nettoyage et s'est dirigée vers l'aile est, la zone la plus restreinte de la maison. Alors qu'elle parcourait les longs couloirs faiblement éclairés, un profond sentiment de malaise s'est installé en elle. La maison semblait différente ce soir. L'air était lourd, chargé de l'électricité dangereuse d'une violence imminente. Quelqu'un avait piégé Victor. Quelqu'un à l'intérieur de ses murs avait divulgué le lieu de sa réunion à ses ennemis. Dans le bureau, les lourdes portes en chêne étaient fermées à double tour. Victor Romano se tenait seul près de l'immense cheminée, fixant les flammes rugissantes. Ses jointures étaient meurtries, la peau fendue et saignante. La douleur physique n'était rien comparée à la froide prise de conscience qui le rongeait. L'embuscade d'aujourd'hui avait été trop précise, trop parfaitement synchronisée. Seule une poignée de personnes connaissait son itinéraire exact, et toutes vivaient sous ce toit. Il avait une taupe, un traître qui donnait des informations aux Albanais. Il espérait voir l'Empire romano s'effondrer. Il ne pouvait pas interroger ses gardes. Il n'était loyaux qu'à la force, et montrer de la paranoïa serait perçu comme une faiblesse fatale. Il devait trouver le traître lui-même. Discrètement et définitivement, Victor a conçu un test impitoyable. Il savait que le personnel de maison avait un accès illimité à ses espaces personnels. Il savait aussi que la cupidité était le défaut humain le plus prévisible. Se déplaçant avec une lenteur délibérée, Victor s'est approché de son immense bureau en acajou. Il a sorti un grand livre en cuir noir, un leurre qu'il avait créé des mois auparavant. Il était rempli de faux numéros de routage bancaire et de fausses listes de politiciens corrompus. Il l'a laissé ouvert sur le bureau. Les pages semblaient hurler pour être photographiées ou volées. À côté, il a nonchalamment jeté 3 épaisses liasses de billets de $100 pour un total de $30 000. Puis Victor a ouvert un petit pilulier en argent. À l'intérieur se trouvait un puissant relaxant musculaire qu'il utilisait parfois pour sa blessure à la jambe. Il a pris 2 pilules, le double de sa dose normale. En 20 minutes, le médicament paralyserait ses muscles squelettiques. Son rythme cardiaque chuterait, le faisant paraître complètement inconscient, profondément endormi, ou peut-être même mort. Cependant, son esprit resterait entièrement éveillé, son ouïe aiguisée par l'adrénaline. Il s'est servi un verre de bourbon coûteux. Il l'a posé sur la table d'appoint à côté de son fauteuil à oreilles, en cuir préféré. Il s'est assis face au bureau et a attendu que le médicament fasse effet. L'orage faisait rage dehors. Le tonnerre secouait les lourdes vitres. Lentement, Victor a senti ses membres devenir incroyablement lourds. Un brouillard épais s'est abattu sur son corps, le clouant au fauteuil. Ses paupières ont vacillé et se sont fermées. Pour quiconque entrait, le redouté Don Romano était complètement évanoui, vulnérable et sans défense. 20 minutes plus tard, la poignée de la porte a cliqué. La respiration de Victor était lente et superficielle. Il ne pouvait pas bouger ses doigts, ni ouvrir les yeux. Mais il a entendu des pas doux et hésitants entrer dans la pièce. Il a reconnu le parfum immédiatement, un parfum de lavande bon marché. C'était Jessica, l'une des plus jeunes femmes de chambre.
Il l'a entendu haleter doucement en voyant l'argent. Ses pas se sont précipités vers le bureau. Le cœur de Victor battait à tout rompre contre ses côtes. Allait-elle le prendre? Il a entendu le bruissement du papier. Une longue pause angoissante s'est installée dans la pièce. Puis elle a gémi doucement, clairement terrifiée, et a reculé. Elle a rapidement épousseté une étagère voisine et s'est dépêchée de sortir de la pièce, fermant la porte derrière elle. Victor a ressenti une infime lueur de soulagement, mais le test était loin d'être terminé. 10 minutes ont passé. La porte s'est rouverte. Cette fois, les pas étaient nets, autoritaires et totalement dépourvus d'hésitation. Clic, clac, clic, clac. Evelyn Carter. Victor a concentré toute son énergie pour garder sa respiration parfaitement stable. Il a senti son haleine mentoler alors qu'elle se penchait directement sur lui, vérifiant s'il dormait vraiment. Elle a même agité une main à quelques centimètres de son visage, testant ses réflexes. Il est resté complètement immobile. Satisfaite qu'il soit inconscient, Evelyn a tourné son attention vers le bureau. Victor a entendu le son indubitable de l'obturateur d'un smartphone. Elle photographiait le faux grand livre, la trahison ultime. C'était elle, la taupe. La colère, chaude et venimeuse, a éclaté dans sa poitrine, mais son corps paralysé refusait de bouger. Il l'a entendu manipuler les liasses d'argent, glissant plusieurs paquets de billets dans les poches de son uniforme. Mais ensuite, Evelyn a fait quelque chose qui a glacé le sang de Victor. Elle est retournée à sa table d'appoint. Il a entendu le faible bruissement de tissu, suivi du tintement du verre contre le verre. « Crève en enfer, espèce de salaud arrogant », a chuchoté Evelyn, sa voix dégoulinant de pure malveillance. Il a entendu le son distinct d'un liquide versé dans son verre de bourbon. C'était un léger clapotis subtil. Elle était en train de l'empoisonner. Evelyn s'est retournée et est sortie vivement de la pièce, laissant la porte légèrement entr'ouverte. La panique, brute et suffocante, s'est emparée de l'esprit de Victor. Le relaxant musculaire le tenait fermement. Il devait renverser le verre, le repousser, mais ses bras semblaient être coulés dans du plomb. Il a réussi à contracter son index, mais c'était inutile. Il était piégé dans son propre corps, entièrement à la merci de la prochaine personne qui entrerait dans la pièce. Quand il se réveillerait enfin du sédatif, il pourrait instinctivement prendre ce verre par pure soif, scellant ainsi son propre destin. L'horloge de grand-père dans le coin égrenait méthodiquement les minutes de sa vie. Puis des pas lourds et lents se sont approchés dans le couloir. Harper a poussé la lourde porte en chêne pour l'ouvrir complètement. Elle portait un seau en bois rempli de produits de nettoyage et une pile de serviettes propres. La faible lumière de la cheminée projetait de longues ombres dansantes dans le bureau. Elle a immédiatement remarqué Victor, affalé dans le fauteuil en cuir. Son soufflet s'est coupé. Le redoutable patron semblait complètement abattu. Sa tête était penchée en arrière, son visage d'une pâleur alarmante à la lueur du feu. Elle est entrée dans la pièce, se déplaçant silencieusement malgré sa taille. Ses yeux ont balayé l'environnement, notant le désordre. Puis elle a vu le bureau. Le grand livre était ouvert. Les liasses de billets étaient éparpillées, désorganisées, et semblait bien moins fournie qu'elle n'aurait dû l'être. Pour une femme qui luttait pour rembourser une dette de la mafia, qui menaçait la vie de son frère, cet argent était un billet miraculeux pour la liberté absolue. Une seule de ces liasses pourrait lui acheter une nouvelle vie, loin de la cruauté de ce domaine. Victor, piégé derrière ses paupières closes, attendait l'inévitable. Il a reconnu la démarche lourde de Harper. Il connaissait son dossier. Il savait qu'elle était désespérée, pauvre et horriblement traitée par son propre personnel. Elle avait toutes les raisons du monde de voler l'argent et de s'enfuir dans la nuit d'orage. Il s'est préparé au son de ses mains prenant l'argent. Au lieu de cela, Harper a complètement tourné le dos à cette fortune. Elle avait remarqué autre chose. Plus tôt dans l'après-midi, en sortant les poubelles de la cuisine, Harper avait vu Evelyn Carter près de la clôture d'enceinte. Elle parlait à voix basse avec un homme portant un lourd imperméable. Harper avait accidentellement aperçu l'homme, tendant à Evelyn une petite fiole en verre sombre. Evelyn l'avait glissée dans son tablier avec un sourire sinistre. Maintenant, dans le bureau, les yeux perçants de Harper se sont posés sur le verre de bourbon sur la table d'appoint. Un léger film huileux tourbillonnait à la surface du liquide ambré. Le cœur de Harper battait violemment contre ses côtes. Elle a regardé le verre, puis le visage pâle et sans défense de Victor, et enfin le bureau. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans son esprit avec une clarté terrifiante.
Evelyn était venue ici. Evelyn avait pris l'argent et photographié le livre. Et Evelyn avait laissé un cadeau d'adieu. Victor écoutait attentivement. Il a entendu Harper s'approcher de la table. « Ça y est, pensa-t-il. Elle va prendre l'argent. Elle va me laisser mourir ici, et l'Empire Romano sera réduit en cendres. » Il a senti un changement soudain dans l'air. Harper a tendu la main et a pris le verre de bourbon empoisonné. Elle n'a pas hésité. Elle a marché directement vers la cheminée rugissante et a versé tout le contenu sur les bûches en feu. Les flammes ont sifflé violemment, s'embrasant d'une teinte vert vif anormale pendant une brève seconde avant de se calmer. L'esprit de Victor vacillait. Elle avait détruit le poison. Harper a reposé le verre vide sur la table. Elle s'est tenue au-dessus de Victor, regardant ses jointures meurtries et le sang séché qui tachait son col. Une profonde vague d'empathie l'a submergé. C'était un homme terrifiant, un cerveau criminel. Pourtant, à cet instant précis, il n'était qu'un être humain brisé et épuisé, entouré de vipères. Avec une douceur extraordinaire, Harper a pris un chiffon chaud et humide de son seau de nettoyage. Elle s'est penchée sur lui. Victor a senti la chaleur soudaine et surprenante du chiffon contre sa peau. Harper essuyait soigneusement et tendrement le sang séché de sa mâchoire et de ses jointures. Son contact était incroyablement doux, dépourvu de la peur et de la révérence tremblante que tout le monde affichait. « Il vous entoure de trahison », a chuchoté Harper dans la pièce silencieuse. Sa voix était un murmure mélodieux et apaisant qui contrastait totalement avec son silence habituel. « Ils prennent votre argent, ils prennent votre énergie, et ils essaient de prendre votre vie. » Elle a soigneusement ajusté son bras inerte, le posant confortablement sur l'accoudoir. « Vous construisez ces murs massifs de pierre et de violence pour garder les monstres à l'extérieur, monsieur Romano, » a-t-elle poursuivi doucement. Ses doigts essuyaient délicatement une trace de saleté sur son front. « Mais vous avez enfermé les vrais monstres à l'intérieur avec vous. Je vois à quel point vous êtes fatigué. Vous portez le poids d'un empire entier, et personne ne s'arrête jamais pour demander si vos épaules vous font mal. » La poitrine de Victor s'est serrée douloureusement. Personne ne lui avait parlé avec une honnêteté aussi brute et sans filtre depuis la mort de sa mère, 20 ans plus tôt. Toutes les femmes qu'il avait connues étaient attirées par son pouvoir, son argent, ou le frisson dangereux de son style de vie. Aucune d'entre elles n'avait jamais regardé le sang sur ses mains et simplement essayé de le laver. Harper a pris une lourde et luxueuse couverture en laine sur le canapé. Elle l'a dépliée et l'a drapée avec soin sur les larges épaules de Victor. Elle a bien bordé les côtés pour le protéger du froid de la nuit d'orage. « Vous n'avez pas à être le roi impitoyable à chaque seconde de la journée », a chuchoté Harper en reculant et en regardant son visage paisible. « Même le diable mérite de dormir sans garder un œil ouvert. Vous êtes en sécurité maintenant. Je ne laisserai personne vous faire de mal. » Sous le lourd voile du relaxant musculaire, une émotion puissante et incontrôlable a déferlé dans la poitrine de Victor. La pureté absolue de ses actions. La prise de conscience stupéfiante que cette femme, celle que son personnel moquait sans relâche, celle qui lui devait sa liberté, venait de lui sauver la vie et de lui offrir un réconfort inconditionnel. Cela a brisé la forteresse de glace qui gardait son cœur. Il ne pouvait pas bouger son corps, mais il ne pouvait plus contrôler sa réaction physique à la gratitude et au chagrin immense qui l'envahissait. Une seule larme chaude s'est échappée du coin de son œil fermé, traçant un lent chemin sur sa joue meurtrie. Harper a eu un léger hoquet. Elle s'est figée, ses grands yeux fixant l'humidité qui brillait sur son visage. Elle a réalisé instantanément qu'il n'était pas complètement endormi. Il était piégé, et il avait entendu chaque mot qu'elle avait prononcé. Tremblant légèrement, Harper a tendu la main une dernière fois. Avec son pouce, elle a doucement essuyé la larme de sa peau. « Reposez-vous maintenant, patron », a-t-elle murmuré doucement. La maison est propre. Harper a ramassé son seau en bois, ignorant complètement les milliers de dollars encore éparpillés sur le bureau. Elle est sortie silencieusement du bureau, tirant fermement les lourdes portes en chaîne derrière elle. À l'intérieur de la pièce silencieuse, l'horloge de grand-père continuait de sonner. Le feu crépitait chaleureusement. Lentement, douloureusement, la lourde paralysie qui étreignait les muscles de Victor a commencé à s'estomper. Il a remué les doigts. Il a contracté sa mâchoire. Victor Romano a ouvert les yeux. La pièce était vide, mais l'odeur de savon propre et la chaleur persistante de la couverture en laine drapée sur lui demeuraient. Il a regardé le verre vide sur la table,
puis la porte par laquelle Harper avait disparu. La bête était complètement réveillée, et il savait enfin exactement qui étaient ses ennemis. Plus important encore, il venait de trouver la seule personne dans tout son empire digne d'une confiance absolue. L'horloge de grand-père a sonné 2 heures du matin. Dans le bureau, Victor Romano poditestait ses membres, faisant rouler ses larges épaules alors que les derniers restes de la paralysie chimique se dissolvaient dans son sang. Il se leva lentement, s'appuyant sur le bureau en acajou. La gravité des révélations de la nuit s'abattit sur lui comme un linceul suffocant. Son empire était infesté de traîtres. Pourtant, son sauveur était la femme même que tout son personnel traitait comme un déchet. Victor fixa la cheminée, regardant les dernières braises rougeoyer. Il pouvait encore sentir la chaleur fantôme du chiffon humide de Harper sur ses jointures meurtries. Il se souvenait du rythme doux et régulier de sa voix, de la profonde empathie qui émanait de sa silhouette imposante. Elle ne possédait ni armes, ni argent, ni pouvoir officiel. Pourtant, elle avait complètement démantelé ses défenses avec une simple et pure gentillesse. Il serait temps de s'occuper de Harper Evans plus tard. Ce soir, le sang exigeait une réponse. Victor a pris son téléphone satellite sécurisé et a composé un numéro fortement crypté. Il a sonné précisément une fois. « Patron », a répondu une voix rauque. C'était celle de Dominic Vargas, l'exécuteur le plus mortel de Victor et son ami d'enfance. Dominic était une montagne d'hommes, farouchement loyal et totalement impitoyable. « Amène une équipe de nettoyage au domaine immédiatement », a ordonné Victor, sa voix vide de toute émotion. « Edelman Michael Sullivan, nous avons une infestation. En 30 minutes, le domaine tranquille s'est transformé en une zone tactique hautement coordonnée. Des véhicules utilitaires sport noir ont remonté silencieusement l'allée sinueuse, leurs phares éteints. Des hommes armés en tenue tactique se sont glissés dans l'ombre, neutralisant les gardes du périmètre compromis qui avaient aveuglément permis à Evelyn Carter de rencontrer le contact albanais. Victor se tenait dans le grand hall, son costume anthracite impeccablement ajusté, effaçant toute trace de l'homme vulnérable du bureau. Il a tendu à Dominic un morceau de papier contenant 3 directives strictes. Ordre tactique immédiat, arrêtez la gouvernante en chef, sortez Evelyn Carter de ses appartements discrètement, bâillonnez-la avant qu'elle ne puisse crier, sécurisez le faux grand livre. Confisquez son téléphone portable et téléchargez le logiciel de suivi crypté attaché aux fausses photos du livre qu'elle a transmises. Localisez le sous-chef. Trouvez les coordonnées GPS exactes d'Arthur Rossi. Préparez une équipe d'extraction. Elle est au sous-sol, a rapporté Dominic tranquillement 10 minutes plus tard. Il a tendu à Victor un plateau d'argent contenant le smartphone d'Evelyn et les milliers de dollars qu'elle avait volés sur le bureau. Nous avons sécurisé l'appareil. Elle a déjà envoyé les photos à un numéro jetable lié aux Albanais. Le protocole de suivi est actif. Nous obtenons leurs emplacements en ce moment même. Victor a hoché lentement la tête. Il est descendu par les escaliers de pierre jusqu'à la cave insonorisée, normalement réservée au stockage des vins millésimés. Evelyn Carter était attachée à une lourde chaise en bois sous une seule ampoule fluorescente aveuglante. Elle portait une chemise de nuit en soie. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient maintenant un désordre emmêlé. Quand elle a vu Victor entrer dans la pièce, en parfaite santé et intensément éveillé, le reste de couleur a complètement quitté son visage fin et pointu. Elle a commencé à hyperventiler. « Vous avez versé une neurotoxine hautement indécelable dans mon bourbon », a déclaré Victor calmement, en tirant une chaise et en s'asseyant directement en face d'elle. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Une dose mortelle conçue pour imiter une crise cardiaque massive. C'était un plan très intelligent, Evelyn. Des larmes de terreur absolue coulaient sur le visage d'Evelyn. Elle se débattait contre les attaches qui lui mordaient les poignets. « Monsieur Romano, s'il vous plaît ?» Ils m'ont forcé. Arthur. Arthur aussi m'a dit qu'il tuerait ma sœur si je refusais. Les yeux bleus cobalt de Victor sont restés glacés. Il n'éprouvait aucune pitié pour la femme tremblante devant lui. « Vous avez volé 30 000 dollars sur mon bureau, photographié mon grand livre privé, et souri en faisant exactement ce qu'on vous disait. La cupidité vous a motivé, pas la peur. Je sais parfaitement comment Arthur Rossi opère. S'il vous plaît, a hurlé Evelyn, sa voix résonnant sur les murs de pierre froid. Je vous dirai tout, chaque détail de leur réunion de demain. Vous direz en effet chaque détail à Dominic, a répondu Victor en se levant et en ajustant sa cravate.
Mais votre emploi ici est définitivement terminé, et votre vie dans cette ville aussi. Il s'est tourné vers Michael Sullivan, qui se tenait tranquillement dans l'ombre. Quand Dominique aura terminé l'interrogatoire, videz entièrement ses comptes bancaires à l'étranger. Prenez l'argent qu'elle a volé et donnez-le à l'orphelinat de la ville. Ensuite, conduisez-la à la frontière canadienne. Laissez-la dans les bois, sans chaussures, sans veste et sans papier d'identité. Si jamais elle remet les pieds à New York, abattez-la. Victor a remonté les escaliers, laissant les cris frénétiques et étouffés d'Evelyn enfermés derrière la lourde porte en acier. Alors qu'il marchait dans les couloirs sombres et silencieux de la maison endormie, ses pensées se sont immédiatement tournées vers l'Est. Il devait trouver Harper. Il devait comprendre cette femme de chambre lourde et silencieuse qui avait tout risqué pour jeter un verre empoisonné. Le soleil du matin a percé les lourds nuages d'orage, projetant des rayons de lumière brillants sur les pelouses bien entretenues du domaine Romano. À l'intérieur des vastes cuisines, l'atmosphère était chaotique. Harper Evans se tenait près de l'énorme évier industriel, frottant un plat à rôtir très sale. Son uniforme semblait plus serré que d'habitude aujourd'hui, le tissu bon marché lui cisaillant inconfortablement les flancs. Son cœur battait un rythme incessant contre ses côtes. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, elle sursautait. Elle attendait le moment terrifiant où les gardes de Victor Romano l'entraîneraient. Elle avait ruiné son tapis coûteux en versant la boisson dans le feu. Elle avait touché le don sans permission. Dans le monde de la mafia, de telles transgressions entraînaient souvent une punition sévère. « Tu as entendu ?» a chuchoté Samantha, une femme de chambre mince aux cheveux blonds et aux yeux cruels, à une autre fille de l'autre côté du comptoir. Mademoiselle Carter est partie. Toutes ses affaires sont encore dans sa chambre, mais son lit est vide. Les gardes sont partout aujourd'hui. Harper a gardé la tête baissée, frottant vigoureusement le plat en métal. Elle savait exactement pourquoi Evelyn avait disparu. La prise de conscience qu'elle s'était trouvée au milieu d'un complot d'assassinat mortel de la mafia lui donnait la nausée. Soudain, les lourdes portes battantes de la cuisine se sont ouvertes en grand. La pièce est tombée dans un silence terrifiant. Arthur Rossi est entré dans la pièce. Le sous-chef était un homme grand, élégamment vêtu, avec des cheveux gominés et un rictus permanent. Il était flanqué de 4 exécuteurs lourdement armés. Les yeux d'Arthur parcouraient la pièce, l'air frénétique, anxieux et profondément confus. Il s'attendait à recevoir la nouvelle de la mort soudaine de Victor il y a des heures. Au lieu de cela, le domaine fonctionnait parfaitement, et ses appels à Evelyn tombaient directement sur la messagerie vocale. Arthur avait besoin d'un moyen de pression, et il en avait besoin immédiatement. Son regard a balayé le personnel de cuisine terrifié, et s'est posé directement sur les grands yeux effrayés de Harper. Un sourire cruel s'est étiré sur son visage. « Evans !» a aboyé Arthur, sa voix dégoulinant de venin. Il a claqué des doigts. 2 de ses hommes se sont avancés, traînant un jeune homme violemment meurtri et ensanglanté dans la lumière fluorescente de la cuisine. Harper a laissé tomber le tampon à récurer. Un cri d'horreur s'est arraché de sa gorge. Caleb, son jeune frère, est tombé sur le carrelage, gémissant de douleur. Son visage était enflé. Son arcade sourcilière était fendue et saignait abondamment. Harper s'est précipité en avant, son corps lourd se déplaçant avec une vitesse désespérée, et est tombée à genoux à côté de lui. Elle a bercé son visage tuméfié dans ses mains tremblantes, ignorant complètement les hommes armés qui les entouraient. « Caleb, oh mon Dieu, regarde-toi » a-t-elle sangloté, pressant son tablier contre son front en sang. « Le temps de ton frère est officiellement écoulé, ma belle » a ricané Arthur, sortant un pistolet argenté de son étui d'épaule et inspectant nonchalamment le canon. « Il me doit 60 000 $. Puisque tu ne peux manifestement pas payer cette dette en récurant des casseroles, je l'emmène sur les quais. Nous allons extraire le paiement en chair. » Harper a jeté ses bras sur son frère, protégeant son corps brisé avec sa propre masse immense. « Non, s'il vous plaît. J'ai signé le contrat. Je rembourse la dette en travaillant. Vous ne pouvez pas l'emmener. Les contrats changent quand je dis qu'ils changent, » a craché Arthur, s'approchant et pointant l'arme directement sur la tête de Harper. Les autres femmes de chambre ont crié et se sont reculées, se pressant contre les réfrigérateurs en acier inoxydable. « Éloigne-toi du garçon, grosse vache, ou je te mets une balle dans la tête d'abord. » Harper a fermé les yeux, se préparant à l'impact explosif. Elle a serré Caleb plus fort, prête à mourir là,
sur le sol froid de la cuisine. « Tu ne tireras pas avec cette arme dans ma maison, Arthur. » La voix a tranché la cuisine chaotique comme une épée aiguisée. Elle était calme, stable et absolument terrifiante. Arthur s'est figé. Il s'est retourné, son visage devenant couleur de cendre. Victor Romano se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air magnifique, dangereux et complètement indemne. Il portait un costume bleu marine impeccable, sa posture rayonnant d'une autorité absolue. Dominique Vargas et une douzaine de loyalistes de Romano, lourdement armés, sont entrés dans la pièce derrière lui, levant instantanément leurs fusils automatiques et les pointant directement sur Arthur et ses hommes. Victor a balbutié Arthur, frénétiquement, en baissant son pistolet. La panique a inondé ses yeux sombres. Je venais juste recouvrer une dette auprès de la servante. Affaire courante. Victor a marché lentement dans la pièce, ses chaussures polies claquant de manière menaçante sur le carrelage. Il n'a pas regardé Arthur. Ses yeux bleus cobalt perçants étaient entièrement fixés sur Harper, qui était toujours à genoux sur le sol, tremblant violemment en protégeant son frère. « Affaire courante », a répété doucement Victor. Il s'est arrêté à quelques pas d'Arthur. Comme organiser une réunion avec le cartel albanais sur les quais ce soir. Comme convaincre ma gouvernante de verser des neurotoxines dans mon verre de bourbon du soir. La bouche d'Arthur s'est ouverte. La couleur a complètement disparu de ses lèvres. « Victor, écoute-moi. Ce sont des mensonges. » Avant qu'Arthur ne puisse finir sa phrase, Victor a bougé avec une précision terrifiante et fulgurante. Il a attrapé le canon du pistolet d'Arthur, l'a tordu violemment vers le haut et a enfoncé brutalement son genou dans l'estomac d'Arthur. Alors que le sous-chef se pliait en deux, Victor l'a frappé à la mâchoire avec la lourde crosse en acier du pistolet. Arthur s'est effondré sur le sol, crachant du sang et des dents. Les hommes de Dominique ont instantanément désarmé les gardes terrifiés d'Arthur, les forçant à genoux avec des armes fermement pressées contre leur nuque. Victor se tenait au-dessus du traître en sang. Il a jeté le pistolet confisqué sur le comptoir voisin, emmené ses ordures à l'entrepôt, a ordonné Victor à Dominique, sa voix dépourvue de toute pitié. Assurez-vous qu'il reste éveillé très longtemps. Je veux les noms de chaque contact albanais avec qui il a parlé avant qu'il ne cesse de respirer. Dominic a attrapé Arthur par le col, traînant l'homme gémissant et vaincu hors de la cuisine. Les gardes restants ont emmené les hommes d'Arthur, laissant la cuisine complètement silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée de Caleb. Victor a lentement reporté son attention sur Harper. Elle est restée sur le sol, le cœur battant la chamade, son esprit luttant pour traiter la violence explosive dont elle venait d'être témoin. Elle a levé les yeux vers le terrifiant chef de la mafia, s'attendant à ce qu'il dirige ensuite sa colère contre elle. Au lieu de cela, Victor a fait quelque chose qui a choqué chaque personne dans la pièce. Il s'est agenouillé sur le carrelage sale, ruinant son pantalon de costume incroyablement cher, et s'est positionné directement en face de Harper. Il a tendu la main, ses grandes mains puissantes saisissant doucement ses épaules tremblantes. « Êtes-vous blessé ?» a-t-il demandé, sa voix entièrement transformée. Le ton glacial et impitoyable avait disparu, remplacé par une chaleur profonde et sincère qui a coupé le souffle de Harper. « Non », a chuchoté Harper, des larmes débordant de ses cils et coulant sur ses joues rondes. « Je vais bien. S'il vous plaît, monsieur Romano, mon frère. » Victor a regardé Caleb, puis a fait un geste à Michael Sullivan, qui se tenait tranquillement près de la porte. Les directives de Victor pour Caleb. Appelez immédiatement le médecin privé du syndicat. Déplacez le garçon dans une suite d'invités sécurisée et confortable dans l'aile ouest. Fournissez une protection 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Michael a hoché la tête et a doucement aidé Caleb à se relever, guidant le garçon blessé hors de la pièce. Harper a regardé Victor avec une incrédulité absolue. « Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça ?» Victor a sorti de la poche de sa veste le contrat physique que Harper avait signé des mois auparavant, le document qui la liait à une vie de servitude misérable. La fixant dans les yeux, il a lentement déchiré le parchemin épais en minuscules morceaux, les laissant tomber sur le sol comme de la neige. « La dette est entièrement annulée », a déclaré fermement Victor, son regard intense se posant sur le sien. « Arthur Rossi n'existe plus dans ce monde, et personne ne menacera plus jamais votre famille. » Il s'est levé, lui offrant sa main. Harper a hésité, regardant sa grande paume cicatrisée. Lentement, elle a placé sa petite main cailleuse dans la sienne. Il l'a relevée avec une force sans effort, traitant sa silhouette imposante
comme si elle ne pesait absolument rien. Victor s'est tourné pour faire face au personnel de cuisine terrifié. Samantha et les autres femmes de chambre tremblaient, leurs yeux écarquillés de choc en voyant le redouté Don Romano tenir la main de la femme de ménage en surpoids et moquée. « Écoutez-moi très attentivement », a annoncé Victor, sa voix résonnant d'une autorité indéniable. Harper Evans n'est plus une employée de ce domaine. À partir de cette seconde, elle est sous ma protection personnelle directe. Quiconque lui manque de respect, quiconque se moque d'elle, quiconque la regarde avec autre chose qu'une révérence absolue, devra me répondre directement. Est-ce que c'est bien compris? Un cœur frénétique de « oui, patron » et « compris, monsieur Romano » a résonné dans la cuisine. Victor a de nouveau baissé les yeux sur Harper. Il a vu la confusion profonde et la gratitude écrasante tourbillonner dans ses beaux yeux, remplis de larmes. Il a tendu la main, son pouce essuyant doucement une larme sur sa joue, imitant parfaitement le geste qu'elle avait fait pour lui la nuit précédente. « Venez avec moi », a chuchoté doucement Victor, la guidant loin des lumières crues de la cuisine et vers le grand escalier. « Nous avons beaucoup de choses à discuter, Harper, et vous ne frotterez plus jamais un autre sol de votre vie. » Le grand escalier du domaine Romano ressemblait à une montagne. Harper Evans l'avait gravi 1000 fois, transportant de lourds aspirateurs et des paniers de linge sale. Aujourd'hui, en montant ces mêmes marches de marbre, sa main fermement enserrée dans la poigne chaude et puissante de Victor, le voyage semblait entièrement différent. Les visages narquois des autres membres du personnel se sont estompés à l'arrière-plan. Pour la première fois de sa vie, Harper n'était pas invisible. Elle était le centre de gravité absolu. Victor l'a conduite au-delà des quartiers des invités, contournant les zones normalement accessibles au personnel de maison. Ils sont entrés dans l'échelon supérieur restreint du manoir, une aile isolée gardée par de lourdes portes de sécurité biométriques. Le Don a pressé son pouce contre un scanner lumineux. La lourde porte en acier s'est ouverte en sifflant, révélant une suite penthouse à couper le souffle surplombant la rugissante rivière Hudson. Des baies vitrées baignaient l'énorme pièce de lumière naturelle. De riches meubles en acajou, de profonds canapés en cuir et un lit king-size incroyablement massif dominaient l'espace. Une collection stupéfiante de livres rares, en première édition, tapissait les murs. « Asseyez-vous », a ordonné doucement Victor, la guidant vers un fauteuil en velours moelleux, près de la fenêtre. Harper est resté debout, ses doigts tordant nerveusement le tissu bon marché et rigide de son uniforme gris. Sa poitrine se soulevait de respiration anxieuse. Elle a regardé autour de la pièce immaculée, terrifiée que ses chaussures poussiéreuses puissent ruiner le tapis persan de couleur crème immaculée. « Monsieur Romano, je n'ai pas ma place dans un endroit comme celui-ci », a chuchoté Harper, ses yeux se dirigeant vers la sortie. « Mon frère est en sécurité maintenant. La dette est effacée. Vous ne me devez absolument rien. S'il vous plaît, permettez-moi de faire mes quelques affaires et de quitter le domaine. J'emmènerai Caleb loin de New York. » Victor s'est approché d'une carafe en cristal, a versé un petit verre d'eau pétillante et le lui a tendu. Ses yeux bleu cobalt perçants se sont posés sur les siens, la dépouillant de toutes ses défenses. « Vous vous trompez, Harper », a répondu doucement Victor, s'appuyant contre le bord de son immense bureau. « Je vous dois la vie. Vous possédez un esprit plus rare que n'importe quel diamant enfermé dans mes coffres. Je ne vous laisserai pas franchir ces portes. » Harper a secoué la tête, un rire amer et autodérisoire s'échappant de ses lèvres. « Regardez-moi, patron. Regardez-moi vraiment. Je suis une femme de chambre obèse. Les femmes que vous fréquentez sont des mannequins, des héritières et des politiciennes. Elles portent du Prada et pèsent 50 kilos. Si votre syndicat vous voit garder une femme comme moi dans vos appartements privés, ils se moqueront de vous. Ils penseront que vous avez perdu la tête. » La mâchoire de Victor s'est crispée. Un éclair de colère dangereuse a traversé ses traits, non pas dirigé contre elle, mais contre la société cruelle qui avait systématiquement détruit sa confiance en elle. Il a comblé la distance entre eux, prenant son visage doux et rond dans ses grandes mains. « Laissez-les rire », a murmuré Victor, son pouce caressant sa pommette. « Tout homme assez stupide pour se moquer de la femme que je choisis perdra sa langue. Vous pensez que votre taille me répugne ? Vous pensez que je désire les femmes creuses et venimeuses qui cherchent mon argent ?» Il s'est approché, sa poitrine frôlant la sienne. « Hier soir, j'ai pris une forte dose d'un médicament paralysant, » a avoué Victor, sa voix tombant à un murmure rauque. « J'ai tendu un piège pour trouver le traître dans ma maison.
Mes muscles étaient complètement gelés, mais mon esprit était pleinement éveillé. J'ai entendu exactement comment Evelyn m'a parlé. J'ai vu le poison qu'elle a versé dans mon verre, et puis je vous ai vu. Les yeux de Harper se sont écarquillés de choc. Le verre d'eau tremblait dans sa main. Vous étiez réveillé. J'ai senti le chiffon chaud que vous avez utilisé pour nettoyer mes mains, a poursuivi Victor, son regard inébranlable. J'ai entendu les belles paroles honnêtes que vous avez prononcées. Vous avez vu un monstre saigner, et vous lui avez offert la paix. Vous m'avez protégé quand j'étais entièrement sans défense. Votre cœur, Harper, est une forteresse. Votre corps est le magnifique temple qui abrite ce cœur magnifique. Je chéris chaque centimètre de vous. Des larmes coulaient librement sur le visage de Harper. Personne ne lui avait jamais parlé avec une dévotion aussi féroce et protectrice. Les murs qu'elle avait construits autour d'elle, le poids physique, le silence, la soumission constante, ont commencé à se fissurer sous le poids écrasant de son affection. Les décrets immédiats de Victor pour le domaine. Harper Evans est complètement relevé de tout travail physique. La suite principale est sa nouvelle résidence permanente. Une équipe de tailleurs privés de Manhattan arrivera dans l'après-midi pour concevoir des vêtements sur mesure correspondant à ces mesures précises. Pendant les heures qui ont suivi, Harper a vécu un rêve surréaliste. Des stylistes professionnels, tenus au secret absolu par Dominique Vargas, sont arrivés au domaine. Ils ont traité Harper avec un niveau de révérence qu'elle n'avait jamais connu. Ils ont mesuré ses courbes, complimentant sa peau douce et ses cheveux riches et épais. Le soir, l'uniforme gris terne a été incinéré. Harper se tenait devant un miroir en pied, portant une robe en soie vert émeraude à couper le souffle qui drapait magnifiquement sa silhouette imposante, accentuant sa taille et mettant en valeur la rougeur naturelle de ses joues. Quand Victor est entré dans la pièce, il s'est arrêté net. Le chef de la mafia impitoyable la regardait avec une faim et une adoration si brute et sans filtre que les genoux de Harper ont faibli. Ils ont partagé un dîner privé sur le balcon, mangeant des plats exquis préparés par un chef renommé, venu spécialement de Carbone en ville. Victor l'a interrogé sur son enfance, ses rêves et sa lutte acharnée pour protéger Caleb. Il a écouté attentivement, traitant ses paroles comme l'Évangile. Cependant, la tranquillité de la soirée était une illusion fragile. L'Empire romano était bâti sur le sang, et le sang exigeait toujours un paiement final. Exactement 23h45, le silence paisible du domaine s'est brisé. Une explosion massive a fait vibrer le verre renforcé des fenêtres du penthouse. Le manoir tout entier a violemment tremblé. Les alarmes d'urgence ont commencé à hurler, baignant la suite luxueuse d'une lumière rouge clignotante et sinistre. Victor était instantanément sur ses pieds, son attitude romantique disparaissant, remplacée immédiatement par l'esprit froid et calculateur d'un seigneur de cartel. Il a sorti un lourd gilet tactique d'un compartiment caché derrière la bibliothèque et a attrapé une mitraillette avec silencieux. La voix de Dominique a crépité à travers le système d'interphone sécurisé. « Patron, le périmètre ouest est percé. » Arthur Rossi a laissé un code de porte dérobé différé dans le système de sécurité avant que nous ne l'arrêtions. Les Albanais ont envoyé un commando massif. Ils ont contourné la porte principale. Nous avons de lourdes pertes sur la pelouse. Ils sont à l'intérieur du manoir. Verrouillez le penthouse, a ordonné Victor, en chargeant une balle. Protégez l'escalier principal. Éliminez toutes les cibles non autorisées. Victor s'est tourné vers Harper. Entrez dans la pièce de panique derrière le placard. Les murs sont en acier renforcé. Ne sortez pas avant que j'ouvre personnellement la porte. Le cœur de Harper battait la chamade, mais son esprit s'emballait avec une clarté terrifiante. Caleb, il est en convalescence dans la suite d'invités au 2e étage. Il ne peut pas marcher, Victor. Ils vont le massacrer. Victor a juré à voix basse. La suite d'invités se trouvait au niveau inférieur, directement sur le chemin des forces albanaises envahissantes. Descendre l'escalier principal signifiait marcher dans une tempête de tirs nourris. « J'enverrai les hommes de Dominique pour l'extraire », a dit Victor en lui saisissant les épaules. « Vous devez rester ici. »« Non », a crié Harper, sa voix résonnant d'une autorité féroce et soudaine. Elle a attrapé le tissu de sa chemise sombre. « Vos hommes ne connaissent pas les couloirs de service cachés. » Evelyn a gardé ses plans secrets des gardes pour cacher ses biens volés. L'escalier principal est un piège mortel, mais je connais la disposition exacte des murs. Je peux nous amener à la chambre de Caleb sans être vu. Victor la fixa. Le réseau invisible de couloirs étroits des domestiques,
utilisé pour déplacer le linge et les fournitures sans déranger les invités, contournait tout le grand hall. Les années de Harper à frotter cette immense forteresse avaient cartographié chaque artère cachée du bâtiment dans son cerveau. Montrer le chemin, a ordonné Victor, lui accordant sa confiance absolue. Harper a enlevé ses talons hauts, a saisi la jupe de sa robe émeraude et a sprinté vers le mur est de la suite. Elle a pressé un panneau dissimulé derrière une grande peinture de la Renaissance. Un couloir étroit et sombre s'est ouvert. Ils se sont déplacés rapidement dans l'obscurité suffocante. Les sons de tirs chaotiques et de cris d'hommes résonnaient à travers les murs en plâtre, mais le couloir caché restait complètement vide. Harper a navigué les virages et les détours avec une précision d'expert, sa respiration lourde remplissant le silence. Elle n'était plus une victime. Elle était la navigatrice vitale qui sauvait sa famille. Ils ont atteint une petite porte de service qui s'ouvrait directement derrière le placard de la suite de Caleb. Harper l'a poussé et est tombé dans la pièce. Caleb essayait désespérément de ramper hors du lit, son visage meurtri pâle de terreur alors que des bottes martelaient le couloir devant sa porte. « Harp !» a crié Caleb. « Je te tiens !» a-t-elle chuchoté férocement, se précipitant à ses côtés et passant son bras sur son épaule. Victor est sorti du passage caché derrière elle, son arme levée, ses yeux balayant l'embrasure de la porte. Soudain, la lourde porte en chêne de la chambre a explosé vers l'intérieur, dans une pluie d'éclats de bois. 3 mercenaires albanais, lourdement armés, se sont précipités dans la pièce, leurs fusils d'assaut levés. Victor n'a pas hésité. Il a bougé avec une grâce mortelle et terrifiante. L'arme avec silencieux dans ses mains a toussé doucement, crachant un flot mortel de balles. 2 mercenaires sont tombés instantanément, leur armure percée. Le 3e mercenaire a réussi à tirer une rafale sauvage, les balles déchirant le mur à quelques centimètres de la tête de Harper. Avec un rugissement féroce, Victor a laissé tomber son arme vide, a sorti un lourd couteau de combat et a bondi à travers la pièce. Il a plaqué le dernier mercenaire, enfonçant profondément la lame dans la poitrine de l'homme. Le silence est tombé sur la pièce, brisé seulement par les sons lointains des hommes de Dominique qui nettoyaient les derniers attaquants dans la cour. Victor s'est relevé, sa chemise blanche mouchetée de sang. Il a regardé frénétiquement Harper et Caleb. « Êtes-vous blessés ?» a exigé Victor, se précipitant à ses côtés et la vérifiant pour des blessures. « Nous sommes en sécurité », a soufflé Harper, serrant Caleb contre elle. Elle a regardé les corps sur le sol, puis le redoutable Don. « Grâce à vous. » Victor a secoué la tête, pressant doucement son front contre le sien. « Grâce à vous, Harper. Vous avez navigué dans l'obscurité. Vous nous avez sauvés. » Le lendemain matin, le domaine Romano ressemblait à une zone de guerre, mais l'Empire restait entièrement intact. Le commando albanais avait été complètement éradiqué. Arthur Rossi avait fourni les noms de tous ses co-conspirateurs avant de connaître sa fin brutale sur les quais. Le syndicat était purgé de tout son poison. Victor a convoqué une réunion obligatoire dans la grande salle à manger. Des dizaines de capots, de lieutenants et d'exécuteurs de haut rang se sont rassemblés autour de l'immense table en acajou. Les hommes parlaient à voix basse et nerveuse, attendant que leur chef impitoyable aborde les événements violents de la nuit. Les lourdes portes se sont ouvertes. Victor est entré dans la pièce, sa présence faisant instantanément taire la foule. Cependant, il n'est pas entré seul. À ses côtés marchait Harper Evans. Elle portait une superbe robe sur mesure, la tête haute. La femme de chambre timide et invisible avait disparu. À sa place se tenait une femme d'une force immense, une survivante qui avait navigué la nuit la plus meurtrière de l'histoire du syndicat, avec un courage absolu. Plusieurs hommes ont échangé des regards confus. Quelques-uns ont reconnu l'ancienne femme de ménage, leur visage se tordant d'une incrédulité silencieuse. Victor a guidé Harper jusqu'au bout de la table. Il a tiré la chaise ornée à haut dossier, directement à la droite de la sienne, un siège traditionnellement réservé aux sous-chefs. « Asseyez-vous, ma chère », a ordonné doucement Victor. Harper s'est assise, sa posture parfaite, son regard stable alors qu'elle regardait les hommes les plus dangereux de New York. Victor s'est tourné pour faire face à ses soldats. Ses yeux bleu cobalt étaient froids, commandant une obéissance absolue. « Notre famille a survécu à une trahison massive hier », a annoncé Victor, sa voix résonnant contre le plafond voûté. Des hommes en qui j'avais confiance pendant des années ont essayé de réduire cet empire en cendres. Ils ont valorisé la cupidité plutôt que la loyauté.
Ils ont privilégié le pouvoir superficiel à la force véritable. Il a posé doucement sa main sur l'épaule de Harper. Cette femme s'est tenue au centre de la tempête, a poursuivi Victor, son ton rempli d'une fierté indéniable. Elle s'est débarrassée du poison destiné à mon verre. Elle m'a guidé à travers l'obscurité pour sauver sa famille. Elle a fait preuve de plus de bravoure et d'honneur en une seule nuit que la plupart des hommes dans cette pièce n'en ont montré dans toute une vie. Victor a regardé autour de la table, s'assurant que chaque homme comprenait parfaitement ses prochains mots. L'ère où nous cachions notre véritable force est terminée. Harper Evans est ma partenaire en toutes choses. Elle a ma confiance absolue, mon cœur et mon autorité. Quiconque lui manque de respect subira une punition bien pire que la mort. Elle est la reine de ce syndicat. Personne n'a osé prononcer un seul mot de désaccord. Dominic Vargas, debout près de la porte, a lentement incliné la tête en signe de profond respect. Un par un, les capots mortels et les criminels endurcis autour de la table ont suivi, baissant la tête en soumission complète à la nouvelle matriarche de la famille Romano. Harper a levé les yeux vers Victor. Il a souri doucement, une expression sincère et sans défense, réservée entièrement à elle. Elle a levé la main et l'a posée sur la sienne. Elle ne se cachait plus derrière un uniforme gris et sans forme. Elle avait conquis les ombres, apprivoisé le monstre et réclamé sa place légitime sur le trône. Si vous avez aimé cette romance mafieuse émouvante et que vous voulez voir comment Victor prend sa revanche impitoyable tout en revendiquant sa reine improbable, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Partagez cette histoire avec vos amis qui aiment le drame, la tension et une romance féroce et inattendue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer la prochaine partie passionnante du voyage de Victor et Harper. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel a été votre moment préféré.